Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de votre attention. Voici le sommaire de ce 20h. Davantage de pression sur Patrice Talon dans la perspective de la présidentielle de 2021. De nouvelles sorties politiques cette semaine, dont celle de la jeunesse de la 7e circonscription électorale appelant le chef de l'État à briguer un second mandat. Que devient la filière palmier à huile qui a pendant des années contribué à plus de 50% aux recettes commerciales du Bénin? Ce secteur a peut-être actuellement de beaux jours en perspective. Nous le saurons davantage dans cette édition. Les prédateurs, une honte. Sarah Folachadé Saïzonou signe à travers cet ouvrage contre le viol sur les femmes, les filles et les garçons. Vous suivrez dans un instant les détails sur le lancement de ce livre. Merci de votre attention et on ouvre ce journal par la politique réunie au Golden Tulip de Cotonou. Eh bien, les délégués du Conseil national du parti Moël Bénin ont désigné cet après-midi leur candidat à la présidentielle de mars 2021. Et sans surprise, ils ont choisi Patrice Talon, candidat désigné donc à 80% du vote des coordinations du parti Moël Bénin. En attendant le reportage de Osia Sonovo, suivez ici un extrait de la déclaration lue par le porte-parole du parti. Les délégués venus de nos 12 départements et des 77 communes du Bénin ont mené de riches réflexions autour du thème central de ce deuxième Conseil national ordinaire intitulé « Le Bénin, 60 ans après son indépendance, défis et perspectives ». Nous avons noté avec beaucoup de fierté et de satisfaction que le folklore, longtemps entretenu au plus haut sommet de l'État, a cédé la place à l'efficacité et au travail bien fait. Malgré la floraison des chantiers, les éléphants blancs auxquels nous avons été habitués pendant des années restent aujourd'hui de lointains souvenirs. De partout, les travaux titanesques sont réalisés. Bien évidemment, il faut rendre à César ce qui est à César. Ces prouesses et avancées, quoique perfectibles, sont à l'actif du président Patrice Talon. Car, en un laps de temps, il s'est révélé à la face du monde comme un homme de vision, ambitieux pour son pays. Il est donc de notre devoir, au parti Moël Bénin, de nous battre pour la bonne poursuite des œuvres salvatrices de développement entamées sous l'impulsion du président Patrice Talon. Pour ce faire, le choix solennel et officiel pour la candidature du parti Moël du Bénin à l'élection présidentielle de 2021 a été porté sur la personne de M. Patrice Athanase Guillaume Talon, à hauteur de 80% des participants.
contre 20% pour M. Jacques Ayadi. Les femmes rurales du Koufo suscitent la candidature de Patrice Talon pour la présidentielle de 2021. Alors, sous la bannière de l'association dénommée Talon doit nous écouter, elles ont lancé l'appel au second mandat pour le chef de l'État. C'était ce week-end au CG1 d'Aplaroui. Olviga Messan, Vitis Aroré. À l'unisson, ces femmes rurales du Koufo, venues des 6 communes du département, expriment leur gratitude au président Patrice Talon, à qui elles chantent le bonheur. Réunies dans l'association dénommée Talon doit nous écouter, elles passent d'abord en revue en langue nationale adja les actions du gouvernement. Les femmes de Aplaroui ont exprimé leur joie parce que le chef de l'État les a conçues marcher. Les femmes de Lalo ont dit qu'il y a la construction de voies. Les femmes de Jacotomé ont parlé de microcrédit. Et aussi, dans les anciens temps, il y a de grèves au niveau des centres de santé. Tu amènes les parents, l'argent ne sait même pas s'il y a un patient là, il regarde la télé. Aujourd'hui, quand le chef de l'État a pris le pouvoir, il a balayé tout ça là. Les réalisations du nouveau départ qui soulagent la femme rurale ne sont pas occultées. Des prouesses à l'actif du gouvernement de Patrice Talon. C'est la raison de cet appel des femmes rurales du Koufo. Nous, collectif des groupements de femmes dénommés Talon doit nous écouter. Après analyse de l'évolution des performances économiques de notre pays, depuis l'avènement du régime actuel et les perspectives qui se pointent à l'horizon pour le bonheur du peuple béninois, demandons au président de la République de nous écouter en acceptant d'être candidat à sa propre succession en 2021. Pour l'association Talon doit nous écouter, le chef de l'État mérite le second mandat pour continuer l'œuvre entamée et aller au-delà pour le bonheur du peuple béninois en général et de la femme rurale en particulier. L'initiative KO pour Talon en 2021 déjà en marche. Les initiateurs ont procédé au lancement de leurs activités ce week-end dans la commune de Glazoué. Nestor Sela, Michi Elewe. Serge Devodji et ses pairs, initiateurs du projet KO pour Talon en 2021, lancent officiellement leur machine de combat pour le président Patrice Talon depuis la commune de Glazoué. Monsieur le Président, la jeunesse béninoise, convaincue de l'opportunité des réformes économiques, sociales, institutionnelles et politiques amorcées depuis 2016 par votre gouvernement dès son investiture, convaincu de ce que la révélation de notre cher et magnifique pays, le Bénin, que nous constatons depuis quelques années, est d'ailleurs la résultante de la réalisation des grands projets phares de votre programme d'action du gouvernement. Par ma voix, pour vous lancer un appel patriotique. Monsieur le Président, la jeunesse béninoise, de la catégorie d'âge de 18 à 35 ans, militants de différents partis, mouvements, associations politiques du Bénin, réclamons avec véhémence votre candidature pour l'élection présidentielle de 2021 au Bénin. Les stratégies sont déjà définies par ces jeunes pour convaincre le chef de l'État à accepter un second mandat à la tête du Bénin. Aller à la recherche des jeunes dans chacun des 12 départements pour unir les voix et susciter la candidature de M. Patrice Talon. Nous allons organiser des rencontres, d'échanges et d'écoute dans toutes les communes du Bénin. Et ces rencontres qui réuniront au plus 100 jeunes. Ces jeunes de la mouvance présidentielle sont engagés aux côtés du gouvernement de la rupture. Les raisons de leur choix sont basées sur les actions concrètes du développement que conduit l'actuel locataire de la Marina.
Et puis les jeunes de la 7e circonscription électorale exigent la continuité des réformes instaurées par le président Patrice Talon. Et cela passe par la représentation de ce dernier pour un second mandat à la tête de notre pays. Eh bien, ces jeunes l'ont fait savoir ce week-end à Niki. Alessandra Diotan, témoin de l'événement. Venus de Sinandé, Bembereke, Kalale, Niki, avec pour point de ralliement cette dernière commune, ces jeunes de la 7e circonscription électorale sont décidés à voir le président Patrice Talon briguer un second mandat. La déclaration lue par leur porte-parole en présence des sages notables représentants de la cour impériale en dit long. Grand bâtisseur, vous en êtes un. Les initiatives prises par votre gouvernement pour valoriser les potentialités touristiques et le riche patrimoine historique de notre circonscription nous enchantent à plus d'un titre. La peur qui nous anime est de voir toute cette perspective de développement s'effondrer sous nos yeux par vengeance politique ou méchanceté humaine, dès que vous auriez terminé le mandat en cours dans quelques mois. C'est pour cette raison que, bien que conscient que vous avez pris l'engagement politique d'un mandat unique, nous, jeunes de la 7e circonscription électorale, voudrions vous prier très humblement d'accepter, quoi que cela puisse vous coûter, d'être candidat à l'élection présidentielle de 2021. Pour donner l'occasion au peuple béninois de poursuivre sa marche vers le progrès. Le message à l'autorité est consigné noir sur blanc. Il parviendra à Aurélie Adam Soulé Zoumarou, cadre natif de Niki, pour transmission acquis de droit, car en elle, les jeunes fondent leur espoir. Aujourd'hui, nous voyons qu'il y a eu beaucoup d'améliorations dans plusieurs domaines, dans plusieurs secteurs. Quand nous prenons par exemple le numérique, grâce au régime actuel, nous avons la possibilité aujourd'hui d'entrer en possession des résultats des examens. Vous voyez, nous avons la possibilité d'avoir accès à nos casiers judiciaires. Et quand nous prenons aussi les concours et tout ça, nous voyons maintenant qu'il y a une transparence. Au nom de notre grande sœur, Madame Aurélie Adam Soulé, je tiens à vous remercier donc l'initiative. Et je vous promets que le message n'est pas tombé donc dans les oreilles du sourd. Les jeunes fondent leur espoir. Témoins et acteurs du parcours entamé depuis 2016, période riche en réalisations et actes de développement dans le pays, les jeunes de la 7e renouvellent leur engagement à mouiller le maillot aux côtés du président Patrice Talon. Autre sujet dans cette édition maintenant, à la suite du drame du village Wouria, le chef d'arrondissement de Tchatchou a réagi par rapport aux dispositions à prendre par le conseil communal de Tchaourou afin de mettre une fin aux risques de noyades qui n'ont que trop duré avec les passeurs et les passagers traversant le fleuve Okpara. Joël Domagui est au micro de Ronald Robinson. Vous savez, Zibila Boudo et Garadima Boudo sont deux localités peuplées par des communautés venues de la Donga. Dans ces deux localités, c'est presque les mêmes familles qui y vivent. Et c'est le cours d'eau qui les sépare. Et vous savez, c'est un grand fleuve, pratiquement 30 mètres de largeur et d'une profondeur de minimum 10 mètres ou bien au-delà de 10 mètres. Même si nous mettons notre budget des 6 ans et que nos mandats nous ont confiés, on ne pourra pas ériger ce pont. C'est pour ça que j'attire l'attention du gouvernement central et pour que l'État vraiment puisse nous venir en appui. Le conseil communal serait quand même capable d'acquérir des bacs un peu plus modernes pour faciliter le passage ou bien la traversée au niveau de ce cours d'eau-là. Vous voyez, en dehors de Wouria ici, il y a d'autres localités par lesquelles nos administrés passent pour aller de l'autre côté du Nigeria. Et les gilets de sauvetage aussi, nous nous sommes déjà renseignés hier. Ils nous ont fait savoir qu'on commande cela. Et nous allons rendre compte au maire. Nous allons rendre compte au maire pour voir dans quelle mesure on pourra aussi les commander.
Et parlons maintenant de celle qui s'est révélée l'héroïne en aidant plusieurs personnes à se tirer donc de ce drame. À 19 ans, Sakina Harouna, femme au foyer et mère d'une fillette de 2 ans, a sauvé la vie donc à 6 personnes parmi les 11 naufragés le lundi dernier à Ouria, à la hauteur de Zibria, Boubou, à Tchaourou. Ce acte de rare héroïsme vaut aujourd'hui toutes les attentions dans le monde à cette jeune fille. Ronald Robinson. Toute son enfance, elle a baigné dans les eaux de Karimama et celles du fleuve Okpara. Cette fille de pêcheur, Sakina Harouna, a héroïquement pu sauver à elle seule 5 âmes de la noyade sur les 11 en détresse à la suite du chavirement d'une barque. Les faits remontent au lundi 3 août à Tchaourou quand elle entendit des cris de détresse provenant du fleuve Okpara à hauteur de Zibrika Boudo, une localité du village Wouria à Tchatchou. Le temps que je suis à la maison, j'attends les gens en train de pleurer au marigot. Je vais partir les regarder et maman m'a dit c'est les enfants qui font ça. Moi, non, il faut rester. Non, je vais partir les regarder. Le temps que je suis arrivé au marigot, j'ai vu que c'est les gens qui sont tombés au pirogue. Et le gars qui est en train de les faire sortir là lui-même, il est fatigué et j'ai rentré. Elle est mariée au Niger, donc elle est venue rendre visite aux parents quand l'incident s'est produit et comme Dieu veut qu'elle puisse nous accompagner et sauver des vies humaines, elle s'est jetée à l'eau et elle a pu sortir les 5 personnes. Pour les proches de Sakina, cet exploit ne les étonne guère. Elle est habituée aux eaux, comme tout membre de sa famille. Toutefois, l'instruction scolaire de Sakina s'est arrêtée au CE1, faute de moyens. Sakina est une fille respectueuse. C'est une fille respectueuse, même moi qui suis son frère ici, je sais qu'elle est attentionnée. Aujourd'hui, tout mon souhait, c'est de trouver des bacs motorisés, les gilets de sauvetage et tout ce qui va avec. Sakina est une fille que j'apprécie trop. Elle est travailleuse. Personne n'était à la maison pendant que l'incident s'était produit dans le fleuve. Si on était à côté, on était sûr que la perte là ne serait pas aussi énorme. Sakina est une fille qui ne fait rien. Tout ce que je peux vous demander, c'est que vous nous aidiez peut-être à trouver quelque chose pour elle. Si c'est le commerce, je peux faire, mais mon mari n'accepte pas que je vais partir à quelque part. Voici une des rescapées de l'incident malheureux. Ma prière, c'est qu'on nous place un pont là, en bonne et due forme, pour faciliter le passage. Cet acte altruiste et d'une rare bravoure de l'héroïne de Wouria lui vaut déjà beaucoup d'admirateurs. Certains se déplacent jusqu'à son village Wouria pour l'honorer. C'est une source de richesses multiples valorisée par le roi Guézo, mais son exploitation n'a plus été bien organisée par les dirigeants depuis les années 60 jusqu'à nos jours. Alors il s'agit de palmiers à huile. Qu'est-ce qui est prévu pour relever cette spéculation agricole dans le programme d'action du gouvernement? Jérôme Hongbo et Brice Hongbo se sont intéressés à cette question. Reportage. Le palmier à huile, une richesse multidimensionnelle. Sa culture au Bénin revêt une importance historique. C'est depuis le temps du roi Guézo, 1818-1848, que cette culture a commencé, faisant du Bénin, Dahomey dans le passé, le premier pays exportateur d'huile de palme en Afrique. Le palmier à huile représente d'une part la principale source d'huile pour la population du Bas Dahomey, depuis la zone côtière jusqu'au plateau d'Abomey, soit près d'1,5 million d'habitants, et d'autre part, les produits tirés constituent une part importante de la valeur des importations. Depuis le temps du roi Guézo, si je vais rappeler l'histoire, ces palmiers ont fait vraiment des merveilles. Mais avec le temps, vu que les appuis n'ont pas accompagné les palmeraies, il s'est fait qu'il y a eu un certain déclin. Après l'indépendance en 1960, l'État béninois installe d'autres unités industrielles de transformation de plus forte capacité et plante environ 30 000 hectares de palmiers sélectionnés entre 1960 et 1974. Mais des difficultés apparaissent
rapidement. Baisse de la pluviométrie et donc du rendement des palmiers, mauvaise gestion, concurrence des pays de la sous-région et des pays asiatiques. J'ai la chance d'aller au Ghana, en Côte d'Ivoire, et ce qui se fait là-bas, c'est vraiment des merveilles. Donc je me suis dit, mais comment le palmier va quitter le Bénin pour être amené en Côte d'Ivoire, au Ghana? Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, le Ghana va nous dépasser. En 1993, la production industrielle représente environ 20% du secteur, mais la majeure partie est exportée. En l'an 2000, le marché local de l'huile de palme au Bénin est couvert à 83% par la production de milliers de productrices artisanales. Dès lors, les politiques successives mises en œuvre n'ont pas comblé les attentes. Depuis 2016, plusieurs conflits entre producteurs ont trouvé des solutions et toute la carte agricole nationale est organisée en agences territoriales de développement agricole selon les potentialités naturelles de chaque milieu. Ainsi, le pôle 6, confondu au département du Plateau, est consacré au palmier à huile. La TDA du Plateau est une structure du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche issue de la réforme des CARDER et des structures d'État comme la SONAPRA, l'ONASA. La TDA a pour mission principale la promotion des filières agricoles du pôle de développement agricole numéro 6 dans lequel nous sommes. Ce pôle de développement agricole a comme filière locomotive le palmier à huile. Dans une approche comparative des prouesses réalisées par le Bénin dans le secteur cotonnier, les ambitions ici également sont claires. Ici également, lorsque nous avons des rendements voisins de 18 tonnes, 20 tonnes maximum par hectare, et que les cultivars dont nous disposons peuvent nous amener à 35 tonnes par hectare, il y a lieu de se demander comment on fait. Et c'est vous là qui allez porter le virus là, au niveau des anciens. Vous allez porter le virus. Je vais vous contaminer nécessairement avec ça. Et ce virus, c'est le virus du développement de palmier à huile. Le virus du développement de cette filière pour laquelle l'État béninois n'a jamais baissé le bras. Les producteurs y croient. Dur comme fer, le Bénin a tout à gagner en augmentant la production. Nous devons produire plus que jamais à partir de maintenant. Parce que le problème du palmier à huile dans le contexte du Bénin, c'est que ce que nous produisons au Bénin, c'est 40% de la consommation nationale. Ça veut dire que si tout le monde produit, même au Bénin aujourd'hui, là, ce que nous produisons ne couvre que 40%, on a besoin de 60% encore de l'extérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a du boulot pour tout le monde. Et vous vous imaginez, nous avons les géants d'à côté qui nous disent produisez tout, je prends tout. Ça veut dire qu'au niveau du Bénin, il faut produire d'abord pour combler le gap de 60% et maintenant trouver ce que nous allons apporter au niveau de la sous-région et qui plus est, le grand géant d'à côté qui ne fait que demander depuis une dizaine d'années une demande qui n'a jamais été couverte. Au nombre des initiatives prévues par le gouvernement du président Patrice Talon figure le renforcement de la capacité du centre de recherche agricole sur les plantes pérennes, CRAPP à Kobé, la subvention sur les plants à hauteur de 50%, la formation des producteurs et des transformateurs sur les itinéraires techniques de production et les techniques améliorées de transformation, la mécanisation et la mise à disposition des intrants spécifiques appropriés. Vous imaginez que des plantations mises en place depuis 1980-90 n'aient jamais reçu de l'engrais. Ce n'est pas possible dans le contexte où nous sommes aujourd'hui, puisque ces apports que nous faisons en FUMU permettent à la plante de développer son plein potentiel. Dans ce programme national de développement de la filière, nous envisageons augmenter les superficies d'au moins 25 000 hectares dans les 5 années qui viennent. Ensuite, nous allons accroître les rendements dans une proportion de 20% à peu près pour que nous puissions avoir une production qui talonne les 30 tonnes à l'hectare, 30-35 tonnes à l'hectare. Nous allons accompagner la transformation industrielle pour ne pas s'arrêter rien qu'aux produits comme l'huile qui, avec la crise du Nigeria, a connu vraiment de la mévente. Nous allons aller jusqu'à la saponification, produire des savons qui seront utilisés aussi bien au niveau national que dans la sous-région. L'huile rouge de palme et l'huile palmiste vont être traitées dans des conditions où nous allons les mettre aux normes internationales. Ceci fera que notre huile pourra concurrencer les huiles au niveau international.
Nous allons également accompagner les pépiniéristes avec les systèmes d'irrigation adaptés et le paquet qu'il faut pour que les plants de qualité soient produits. Nous avons élaboré dans ce contexte-là un règlement technique qui permet d'avoir des plants certifiés de qualité. La politique de subvention se fera désormais à travers des clusters, des regroupements par intérêt de spéculation. Toute la réorganisation de la spéculation palmier à huile est faite sous le bienveillant regard du chef de l'État. Il est certes focalisé coton parce que filière d'exportation, mais déjà l'anacarde, l'ananas sont des filières qui talonnent le coton parce qu'on arrive aujourd'hui à placer déjà ces cultures sur le marché sous-régional et international. Le palmier à huile va y arriver aussi puisque il y aura des ressources pour pouvoir gérer tout ce qui est prévu. Je saisis cette occasion pour remercier le président de la République qui a vu juste en donnant un pôle entier à la filière palmier à huile, il veut dire le pôle 6 qui est le pôle du plateau. Ce pôle-là, en même temps, c'est tout un département, le département du plateau. Ça, vraiment, nous tirons un chapeau et profitons aussi pour remercier le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. J'ai dit le ministre paysan, parce qu'au fait, c'est un paysan lui-même. Il connaît les problèmes des paysans. C'est pourquoi notre langage, M. Dossoui connaît notre langage. Rien ne se perd au niveau du palmier à huile et plusieurs familles en ont fait leur source de prospérité. Un large éventail de création d'emplois et de devises pour la nation toute entière. Et parlons de la célébration du 60e anniversaire d'indépendance du Bénin. Se poursuit le réseau GSM MTN à Citify a enregistré l'émission Fièrement béninois pour valoriser la culture locale. Plus de détails sur cette émission avec Génial Afouda Monsiabouka. Les noces de diamants, ça se fête. Et pour marquer le coup, le réseau MTN lance l'émission Fièrement béninois, une innovation destinée à égayer le peuple béninois dans le cadre de la célébration des 60 années d'indépendance du Bénin. On a essayé de ressortir les éléments qui font en sorte que les Béninois sont fiers d'être Béninois, sont fiers de leur pays. Donc les éléments qui ressortaient, c'était des éléments culinaires, des éléments vestimentaires, la fierté du pays. Et en fait, c'est fièrement béninois ici et ailleurs. C'est pour dire que vous soyez au Bénin ou à l'extérieur du Bénin, tant que vous êtes béninois, vous êtes fiers d'être béninois. Fièrement béninois est un plateau consacré à divers secteurs d'activité. Du monde culinaire au monde sportif, en passant par celui de la culture, le public béninois aura droit à une émission riche en couleurs et variétés locales. Moi, en tant qu'artiste, j'utilise la parole agissante pour montrer comment est-ce que nous avons pu construire autour de notre histoire beaucoup de choses, les talents, les génies, ce qui fait que le Bénin est le Bénin. Nous sommes là, nous allons apporter notre petite contribution. Sur ces 60 dernières années, on a eu beaucoup de fierté dans notre pays, des fiertés béninoises, des sportifs qui ont servi d'ambassadeurs pour le Bénin. Et aujourd'hui, l'occasion m'est offerte de pouvoir échanger avec 4 parmi plusieurs centaines de sportifs que nous avons connus ces 60 dernières années. Donc franchement, nous avons un panel assez fourni. Rendez-vous est donc pris sur la télévision nationale pour découvrir votre émission Fièrement béninois. Et Move Bénin met à la disposition de sa clientèle de nouveaux produits. Il s'agit de produits d'assurance et c'est le fruit d'un partenariat avec NCA Vie Assurance. Précieuse Aquaronou, Simon Villon. Des produits d'assurance accessibles depuis votre téléphone, c'est désormais possible grâce à Move Money. Le réseau de téléphonie mobile se soucie du bien-être de ses abonnés. Il resserre ses liens de partenariat avec NCA Assurance Vie. Dans le but de renforcer l'inclusion financière et sociale et mieux satisfaire notre clientèle, Move Bénin et NCA Vie Assurance ont décidé de conjuguer leur expertise dans leurs domaines respectifs pour nouer un nouveau partenariat. Il s'agit ici
de proposer de nouveaux produits d'assurance payables par Move Money qui répondent aux préoccupations, parfois certes inavouées, mais non moins importantes, de toute personne qui aspire à entreprendre ou à être prévoyant face à des situations non souhaitables qui surviendraient dans sa vie. Il s'agit de Move Épargne Projet et Move Assistance Funérailles. Une SIM Move, un compte Move Money approvisionné. Le client a plusieurs options. Move Assistance Funérailles vous propose jusqu'à 1 150 000 francs CFA pour l'organisation des funérailles. Move Épargne Projet est accessible à partir de 7 500 francs par mois. L'activation, c'est simple. Il suffit pour l'abonné d'avoir une SIM Move, un compte Move Money approvisionné et de taper la syntaxe étoile 155, étoile 5, étoile 4, 1 et de suivre le processus pour payer selon l'option qu'il choisit au niveau de Move Épargne Projet ou de Move Assistance Funérailles. Je crois que dans le descriptif des produits, c'est des produits accessibles. Lorsque vous prenez le produit Move Épargne Projet, la prime mensuelle est de 7 500, donc c'est mensuel. Avec tous les avantages de garantie derrière, je crois que c'est une aubaine à saisir pour les projets. Également, lorsque vous prenez le produit assistance funérailles, je crois que le minimum est de 5 950. C'est quelque chose qui est accessible et c'est annuel. Et en regardant toute la garantie au fait qui est prévue derrière, dans le cadre du partenariat, c'est une aubaine. Move Épargne Projet, Move Assistance Funérailles, des produits entièrement conçus pour faciliter le quotidien des abonnés. Move Money réitère ainsi son engagement à être toujours plus proche de sa clientèle et à lui offrir le meilleur service. Et parlons de cet ouvrage qui dénonce les viols sur les femmes, les filles et les garçons. Un coup de gueule mêlé à un cri de cœur. Le titre « Les prédateurs, une honte », c'est l'œuvre produite par Sarah Folashade Saizonou, une jeune femme qui aspire au métier d'avocat. Au lancement, Patrick Diossou, Ernest Itegou. Une photo blanc-noir de 2 mains couvrant un visage féminin. Et au-dessus, le titre d'un livre. Ces prédateurs, une honte. Et qui sont-ils, les dits prédateurs? Ce sont des pères, ce sont des grands-pères, des frères, tuteurs, cousins, voisins, enseignants, camarades de classe, et j'en oublie, auxquels s'ajoute le paquet des pédophiles, violeurs inconnus, dissimulés dans la masse des gens normaux. De lugubres violeurs qu'on retrouve dans les 39 histoires macabres racontées dans cet ouvrage. Ce sont 39 histoires de déchirure à la fois physique et psychologique, des histoires lourdes apportées pour des victimes bien fragiles, surtout quand on considère leur bas âge. Outre les fillettes qui n'ont pas encore changé les dents de lait, des garçonnets aussi se font agresser de la même manière. Parlant d'âge, elle n'a que 20 ans, l'auteur qui aspire à faire un jour son serment d'avocate, avocate des êtres faibles. Les lois, les conventions, les médias, à l'école, on nous rabâche sans cesse les oreilles que le bien-être de la femme et de l'enfant est important. Mais de quel bien-être parle-t-on quand j'ai tout le temps peur d'être la prochaine victime? De quel bien-être me parle-t-on quand je deviens totalement paranoïaque à la vue d'un groupe de garçons? De quel bien-être me parle-t-on quand le matin avant de m'habiller, je me demande si ma robe elle est trop courte ou si ce jean n'est pas trop près du corps? Plaidoirie pour les proies violées, réquisitoire contre les prédateurs violeurs. Qu'est-ce qu'un homme de 50 ans peut trouver sur une fillette de 5 ans, de 2 ans, de 8 ans ou de 12 ans? Que faut-il faire? Les mains croisées sur cette question de la marraine avocate. La tante avocate que Sarah Folashade Saizonou veut imiter ne veut pas limiter sa fierté. Je suis très fière que Tchadé ait accepté de suivre. En tout cas, elle se destine au barreau et pour moi, c'est une grande joie et c'est également un soulagement. Pourrons-nous alors être soulagés? J'ose croire que ce cri que je lance à travers cet opuscule-là sera celui qui sera entendu. Et j'ose croire également que l'émotion pour le livre, un livre à lire et à relire pour dire honte à ces prédateurs violeurs.
À l'étranger, maintenant, au Liban, après les dernières explosions, la ministre de la Communication, Manal Abdel Samad, a annoncé sa démission, tandis que Emmanuel Macron, président français, appelle à agir vite et avec efficacité pour que l'aide aille très directement à la population libanaise. En France, par contre, à partir de lundi 10 août, demain donc, il sera interdit de flâner au fait du shopping dans les grandes rues commerçantes de la capitale sans porter de masque. Plus d'informations dans cette actualité internationale compilée par Jérôme Bois. Des milliers de Libanais en colère se rassemblent sur la place des Martyrs dans le centre de Beyrouth pour exprimer leur colère face à la classe politique jugée responsable du drame qui a fait plus de 150 000 morts et plusieurs milliers de blessés. Non loin de là, des heurts ont opposé les forces de sécurité qui ont tiré des gaz lacrymogènes à des jeunes protestataires ripostant avec des pierres. Des manifestants envahissent le quartier général de l'association des banques dans le centre de Beyrouth en y mettant du feu avant d'être délogés par l'armée. Face à l'ampleur du drame et le soulèvement de la population, la ministre de l'Information Manal Abdel Samad a démissionné, la première démission d'un membre du gouvernement de Hassan Diab depuis l'explosion mardi. Une visioconférence internationale de soutien de 5 jours s'est ouverte. Le président français Emmanuel Macron appelle à agir vite et avec efficacité pour que l'aide aille très directement à la population libanaise. L'objectif aujourd'hui est de faire vite, avec efficacité, de coordonner notre aide sur le terrain pour qu'elle aille le plus efficacement possible à la population libanaise. Et il appartient aux autorités du pays d'agir pour que le pays ne sombre pas et pour répondre aux aspirations que le peuple libanais exprime en ce moment même légitimement dans les rues de Beyrouth. En France, à partir de ce lundi 10 août, il sera interdit de flâner sur les berges de la Seine, se balader à Montmartre ou faire du shopping dans les grandes rues commerçantes de la capitale sans porter de masque, selon la direction de la préfecture. La ville de Paris et la préfecture de police ont pris cette décision conjointement, qui sera appliquée avec beaucoup de pédagogie dans un premier temps, à l'égard de la population, l'accoutumance de la population à ces nouvelles règles. Et puis ensuite, éventuellement, les contrevenants seront sanctionnés. Pour le moment, il n'est pas prévu que tout le territoire de Paris soit concerné, mais en tout cas, toutes les zones de forte affluence. L'idée, elle est avant tout pédagogique, de donner l'habitude aux riverains, de donner l'habitude à tous ceux et celles qui passent à Paris, soit qui y vivent, soit qui passent la journée, soit qui viennent pour quelques jours à Paris, d'avoir ce réflexe de se protéger et de protéger les autres. Moi, je suis tout à fait pour la bonne raison que déjà, c'est se protéger soi-même et protéger les personnes également. Et puis il y a quand même des infections un peu de partout actuellement et je pense que il est préférable d'agir comme ça, quoi. Je préfère d'abord qu'on soit tous masqués, obligatoire, mais qu'on puisse travailler plutôt que d'être confinés. Qu'on mette une contravention, pourquoi pas, si c'est la norme, admettons-la, mais qu'en contrepartie de quoi, une fois qu'on a verbalisé quelqu'un, on lui donne son masque. Cette décision emboîte le pas de Lille, Marseille ou de nombreuses autres villes et sites touristiques pour freiner l'augmentation des cas du Covid-19. Pendant ce temps, au Brésil, des activistes lâchent un millier de ballons rouges sur l'emblématique plage de Copacabana à Rio de Janeiro en hommage à quelques 100 000 Brésiliens déjà tués par la pandémie, le Brésil étant le deuxième pays le plus touché au monde. Du sport, Bayern-Barcelone. L'affiche du quart de finale de Ligue des Champions vendredi prochain est somptueuse, mais les Allemands arriveront à Lisbonne en favori avec un Robert Lewandowski en état de grâce, encore auteur d'un doublé samedi contre Chelsea, 4-1 en match retour des 8e. 5 mois après leur victoire, 3-0 à Londres à l'aller en février, les Bavarois ont aligné leur 12e victoire consécutive depuis la reprise post-coronavirus, mi-mai. Maurizio Sarri n'a pas résisté au désastre lyonnais.
La Juventus a annoncé samedi qu'elle écartait son entraîneur après une seule saison pleine de malentendus et d'approximations, conclue vendredi soir par l'élimination face à l'Olympique lyonnais en Ligue des Champions. La Juventus en est donc arrivée à la conclusion qui est celle de nombreux observateurs et tifosi depuis longtemps. Le mariage entre le club bianconero et l'ancien coach de Naples et Chelsea n'était pas une union heureuse. Il y avait l'anecdotique, la cigarette, le survêtement et les excès de langage. Mais pas seulement. La Juve est une institution qui vit de succès, d'assurance, de domination et d'efficacité. Pour la suite, les dirigeants turinois penseraient notamment à Mauricio Pochettino, libre depuis qu'il a quitté Tottenham. Les autres noms qui circulent sont ceux de Simone Inzaghi, Zinedine Zidane ou Allegri. Un nouveau chantier s'ouvre en tout cas à Turin, d'autant plus que le directeur sportif Fabio Paratici pourrait lui aussi être écarté. Il faut préciser que Andrea Pirlo a été donc nommé entraîneur de la Juve. Et puis, en plus bref, en actualité internationale, le Niger a été frappé par une attaque terroriste qui a fait 8 morts, dont plusieurs touristes français. Cette édition se referme. Merci de votre fidélité. À 23h30, Rachidat Biomaman pour le JT Soir. Merci et à très bientôt.